Je suis ravie d'être aujourd'hui là, présente pour vous parler du mariage de l'UX et de la data. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, je voulais devenir psychologue pour intelligence artificielle. Bon, je ne voulais pas les soigner, je voulais les aider à mieux comprendre les êtres humains. Mais comme le métier n'existait pas, j'ai fait des études d'ingénierie, de design et de psychologie pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Et j'ai eu la chance dans mon parcours d'intégrer des boîtes assez cool, comme Decathlon, Ubisoft et Asmodée, donc dans les domaines de loisirs. Et ce qui est particulier dans les domaines de loisirs, qu'on appelle activité autotélique, c'est que la notion de plaisir, elle est centrale. Donc il faut faire très attention à la motivation, au plaisir et à l'engagement particulier. Et ça, j'ai la chance d'être consultante sur ces métiers-là, et je travaille aussi pour des grosses entreprises. Pour vous présenter un peu mon métier, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont UX designers dans l'entreprise ici, par ici? Ouais, il y en a quand même. Mon métier, en fait, consiste à faire le puzzle entre le besoin des utilisateurs et ce que les utilisateurs perçoivent et ce que veut faire une marque. Donc, quelle intention elle a. En gros, j'essaie de faire le matchage entre les utilisateurs et les marques. J'ai tendance à considérer que ce n'est pas un métier, que c'est une philosophie d'entreprise. Quel que soit le métier qu'on puisse faire, que ce soit product owner ou dev, l'UX, vous pouvez aussi le porter au sein de votre entreprise. Donc moi, je ne vois pas une exclusivité à être UX designer pour porter l'UX. En tant qu'ingénieur, j'ai une obsession, c'est de savoir si mes études elles permettent de prédire le comportement final. Alors sur les matériaux, c'était assez facile quand je le faisais. En gros, on modélisait une structure dans un logiciel, on appliquait des contraintes et puis on faisait passer le camion jusqu'à ce que ça passe bien et puis on avait le produit. Et ce qui est bien dans l'industrie, c'est que le taux d'erreur, il s'exprime en ppm, en parts par million, donc c'est tout petit. Par contre, sur l'humain, c'est un peu plus la cata. Alors, je pense que tous ceux qui ont pu faire des tests utilisateurs, il y a plein de cas où, par exemple, l'utilisateur va nous dire je ne paierai jamais plus de 3 € pour ce service, et quand on met le service en vente, il paie 10 €. Ou ce problème, il est absolument insurmontable, et puis quand on fait le produit, il n'y a personne qui s'en plaint. Ou encore, je tuerai pour avoir une paire de chaussures roses, et quand on vend des chaussures roses, on n'en vend plus une seule. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir en tête que l'utilisateur, il va déclarer n'importe quoi. Nous, en tant que chercheurs ou concepteurs, on est aussi énormément biaisés. Alors déjà, on a tendance un peu à projeter, nous, ce qu'on pense sur ce que pensent les utilisateurs, mais même quand on fait de la recherche, on a des biais cognitifs et on n'est pas très bon intuitivement pour parler statistiques. Alors ces deux messieurs qui sont, en plus d'être très charmants, sont aussi prix Nobel, ils expliquent très bien dans leur bouquin pourquoi est-ce que nous, en tant que concepteurs, on a des biais énormes et que surtout nos utilisateurs, ils ne vont pas se comporter de manière rationnelle. Donc ça, ayez toujours ça en tête quand vous concevez vos produits. Pour faire une petite anecdote, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que notre cerveau, il est bayésien. En gros, il ne supporte pas de ne pas savoir pourquoi. Alors tous ceux qui ont des enfants, je pense que vous avez vécu la période des pourquoi. Les enfants et les êtres humains, ils veulent savoir pourquoi. Et ils sont prêts à se rattacher à n'importe quoi pour justifier quelque chose, plutôt que de dire je ne sais pas. Et ça a des grosses conséquences parce que notre cerveau, il est plus fait pour spéculer sur le pourquoi que pour anticiper sur comment ça va se passer. Alors ça se voit sur les tests utilisateurs, où en gros, on va facilement dans l'équipe projet dire l'utilisateur il a fait ça parce que, et plus difficilement prévoir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à anticiper ce qui va se passer au point de vue consommateur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour prédire alors qu'on a le cerveau qui est un peu bancal? Moi, je suis tombée amoureuse de la data, c'était en 2012. Je venais juste d'intégrer mon poste de responsable user science chez Decathlon. J'avais beaucoup de pression parce qu'il fallait qu'en peu de temps, je sorte des quick wins, sinon me couper mes budgets. Voilà, c'était net, j'avais 6 mois pour faire mes preuves, pour prouver qu'il fallait investir dans l'expérience utilisateur. C'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Et du coup, un peu en panique, je suis allée sur Internet, j'ai regardé ce qu'on avait comme matière et j'ai eu la chance de voir sur le site Decathlon, il y avait 11 000 avis. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces 11 000 avis? Donc j'ai commencé à tous les lire, il y en avait beaucoup et c'était des grosses tartines. J'aime beaucoup une démarche qu'a une nana qui s'appelle Emeline Mercier, qui, elle, pour faire de la recherche utilisateur, va balancer des moitiés de phrases sur Twitter et va demander aux utilisateurs de compléter cette phrase-là. Donc le produit idéal, c'est compléter. Et elle a réussi à récolter 14 000 avis comme ça. C'est énorme, c'est beaucoup 14 000 avis. Et par contre, pour le traiter, déjà, il fallait un logiciel, des stabilos et beaucoup de patience. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai zéro patience. Donc, au bout de 500 avis, j'ai pété les plombs. Je suis allée me ressourcer en pause café. Et j'ai croisé mon mari qui est data scientist chez Decathlon et avec qui j'ai exposé ma problématique. Et on a travaillé ensemble pour essayer d'automatiser ça. Et donc, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous expliquer 7 ans de pratique de la data. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté aux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé? Alors, est-ce qu'il y a des data scientists dans la salle ou des data analystes? Bon, donc du coup, il y a toujours des plus experts que moi là-dedans. Donc merci pour les questions, peut-être que je renverrai vers toi. Mais je ne suis pas une spécialiste de la data. Je suis quelqu'un qui va utiliser la data pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez tous, dès demain, avoir une idée de quelque chose que vous allez appliquer dans vos entreprises concrètement sur la donnée.
Alors, la data, c'est quoi? Ça veut dire données. Big data, ça veut dire quand il y en a beaucoup. Pour vous donner une idée, depuis le début de l'humanité, on a généré plus de 13 zeta-octets de données. C'est 10 puissance 21, c'est énorme. Chaque jour, c'est 37 milliards de posts qui sont diffusés sur les réseaux. Là, vous avez des chiffres. C'est impressionnant tout ce qui peut être débité chaque minute sur les réseaux. Et surtout, 5G is coming. Il y a la 5G qui va arriver, l'IoT qui va arriver. Et ça veut dire que ces données qu'on a aujourd'hui, ça va juste être encore pire et plus exponentiel. Alors la donnée, on n'en fait pas rien non plus aujourd'hui. Pour tout ce qui utilise Gmail, là vous avez en gris ce que j'ai écrit et en noir ce que j'ai écrit et en gris ce que Google a complété. Donc vous voyez que Google est capable d'écrire avant même que j'ai pu penser ce que j'allais dire. Ça c'est assez, ça m'interloque, mais c'est bien pratique. Par contre, ce qu'est en train de faire Facebook, ça me plaît un peu moins. Par exemple, avec toutes les données qu'ils ont sur vous, ils arrivent à modéliser votre comportement et à améliorer le taux de conversion de 50%. Ils sont presque plus flippants que Black Mirror. Et surtout, avec la crypto-monnaie qu'ils sont en train de développer, ils vont récupérer toutes nos données d'achat, mais ils vont savoir ce qu'on veut, mais alors des fois même avant qu'on ait pu imaginer. Donc ça, c'est un petit peu flippant. Et comme cette donnée, elle a tellement de valeur puisqu'elle a réellement le pouvoir d'être prédictive, il y a des boîtes qui sont en train de tout faire en fait, pour essayer de récupérer nos données. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des scandales d'Amazon qui laissait son enceinte connectée ouverte pour enregistrer les données, du robot connecté de Lidl qui a un micro alors qu'il ne sert à rien, ou encore de Bose qui avait laissé ses casques ouverts pour pouvoir capter tout ce qu'on disait. Et ça, c'est juste pour vous montrer l'enjeu. La donnée, aujourd'hui, les boîtes, elles sont prêtes à se tuer pour ça quasiment parce qu'elles se prennent des amendes après quand elles font ça. Et surtout, ça interloque beaucoup les artistes. Donc là, je vous invite à voir ces vidéos. Un artiste qui fait en fait du deepface sur des célébrités qui parlent de la donnée, justement. Donc on a Marc qui dit « Quiconque détient les données possède le futur ». Et Kim Kardashian qui dit « C'est super les haters, et grâce à eux, la donnée m'a rendu riche ». Donc c'est des petites choses qui viennent nous interloquer. Et en fait, ça vient remettre en cause le paradigme. Avant, on était des consommateurs. Aujourd'hui, on est des fournisseurs de données. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce qu'on est dans le monde aujourd'hui. Alors on a deux possibilités, ou de flipper, d'avoir peur et de dire non, ça ne va pas m'arriver, on ne va pas utiliser la data, ou au contraire d'essayer de l'amadouer, de comprendre, d'appréhender un petit peu tout ce qui va être dit autour de la data. Alors moi j'aime beaucoup la citation de Monsieur Stratégie Inder qui dit qu'on ne peut pas détester quelque chose que l'on comprend. Alors vous, dans vos entreprises, vous avez tout intérêt à vulgariser la data et à essayer de faire aimer la data, mais moi dans cette conférence-là, je vais essayer de vous apporter un meilleur niveau de compréhension, en tout cas quelque chose d'utile pour que vous puissiez transformer dans vos entreprises. Il faut juste savoir un truc sur la data, c'est que déjà les Français en général n'aiment pas trop les mathématiques, mais dans les métiers créatifs ou dans certains métiers, on n'aime pas du tout les chiffres. Donc la data, il y a déjà une aversion à la data et cette maladie s'appelle l'arithmophobie, qu'en gros on a peur des tableaux Excel. Mais on peut quand même faire de la data sans passer par le tableau Excel. On va en parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on ne part pas de rien. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se servent de la donnée. Quand j'audite une boîte pour voir si elle est mature en expérience utilisateur, je vais lui poser d'abord la question, mais qu'est-ce que tu fais de ta data ? Alors souvent, malheureusement, on ne me répond rien. Elle existe, elle est bien au chaud quelque part, mais elle ne sert à rien. Très souvent quand même aussi, elle va servir à décrire et à mesurer les comportements des consommateurs. C'est toute la partie ici qu'on va retrouver sur les parcours, data analytics, sur les KPI, sur les dashboards qu'on peut avoir pour piloter ce que fait les utilisateurs, pour détecter les pain points. Et là, il y a déjà des outils qui existent et je pense que c'est quand même assez mature. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui comme message, et en tout cas le sujet que je voulais vous présenter, c'était plutôt la partie ici, en haut, qui est de expliquer et corréler et de modéliser et prédire le comportement consommateur. Pourquoi ? Parce que plus on monte dans les strates, plus derrière on va avoir une meilleure compréhension de l'utilisateur, on va pouvoir faire mûrir une entreprise sur l'expérience utilisateur et on aura un impact business plus fort. L'impact business, on va retrouver aussi beaucoup de business models qui existent autour de la data. Et pour moi, c'est un petit peu l'avenir. Quand je bosse en Design Sprint, par exemple, avec une boîte, on va se poser systématiquement la question de quel business model on peut générer autour de la data qu'on récolte, parce qu'on a toujours de la data. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va marier la data et l'UX ? Alors déjà, quand on veut utiliser la data dans un projet, il y a un parcours. Je reviendrai sur chacune des étapes rapidement. D'abord, il faut définir le cadre. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur la donnée ? Ensuite, il va falloir trouver un moyen de la récolter, de se l'approprier. Et ça, c'est ce que j'appelle le big data. En gros, on vient choper tout ça. Ensuite, il va falloir la préparer et la traiter pour pouvoir l'utiliser. Et surtout, là où c'est important, c'est de lui donner du sens. Parce qu'on peut avoir des chiffres, mais si on ne fait pas parler ces chiffres-là, ça va devenir compliqué. Et enfin, il faut l'actionner sur son projet. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UX peut intervenir, en tout cas selon moi, doit intervenir au moins sur 3 phases. Et c'est encore mieux si elle intervient aussi sur ces phases-là. Mais l'expérience utilisateur, elle doit aussi être en corrélation avec la data. D'ailleurs, il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui fusionnent les pôles data et UX, comme c'est le cas chez Asmodée pour qui je travaille. Mon voisin de bureau, c'est le data scientist. Parce qu'ils ont conscience que comprendre l'utilisateur et quantifier, il faut que ça matche ensemble. Mais j'y reviens. Alors déjà, le cadre du projet. Quand vous bossez sur un projet, vous avez forcément un brief. Mais sur la data,
il faut bien se poser la question de à quelle problématique doit répondre ma data. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai et qu'est-ce qu'il faut chercher. Alors souvent, l'UX va être la boussole qui va nous orienter vers où il faut chercher. Je prends le cas de Rossine, qui est une boîte qui teste le plus de produits en France. Enfin, ils testent une quantité astronomique de produits divers et variés. Juste sur les rasoirs, chaque année, ils récupèrent 1 million de données. Alors ces 1 million de données, ils sont 60 à bosser dessus. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Et ça, c'est là où il faut donner du sens et essayer de creuser vers où on veut aller. Sur le fait de récolter la donnée, il y a juste une chose qu'il fallait que vous reteniez aujourd'hui déjà, c'est qu'il y a toujours de la donnée accessible sur vos projets. Il y en a toujours, 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 et si vous avez le moindre doute, c'est que vous n'avez pas encore assez bien cherché. Vous allez systématiquement en trouver. Où ça? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des open data. Il y a plein de choses que vous pouvez aller piocher sur le site du gouvernement, sur la ville de Paris, sur la SNCF, libre, comme ça, des données utilisateurs que vous pouvez aller chercher directement. Il y a des données forcément sur vos applications, sur vos sites, mais pensez aussi à la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de la concurrence? Les avis clients, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Que disent vos utilisateurs sur vos produits, mais que disent aussi les utilisateurs de la concurrence sur vos produits? Vous allez pouvoir regarder les avis publiés sur YouTube, sur n'importe quel endroit, du Google Analytics, il y a même de la recherche scientifique que vous pouvez utiliser. Et il y a d'autres sources de contenu. Je n'ai pas voulu être exhaustive et vous aurez les slides si vous voulez vraiment creuser dans votre problématique donnée, mais les études de l'Ipsos, Google Trends. Et moi, je vais vous présenter Answer the Public parce que je le trouve intéressant. Answer the Public, c'est ça. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en gros, c'est un algorithme qui va récupérer toutes les questions que les utilisateurs se posent sur Google sur un thème donné, et ils vont organiser un petit peu toutes les questions qui se posent. Donc ça, moi, je trouve qu'en tant que chercheuse, sur l'utilisateur, c'est une mine d'informations riche. Enfin, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, que ce soit le B2B ou d'autres thématiques, vous allez avoir des questions que se posent les utilisateurs sur Google. Quelles requêtes on fait? Et ça, c'est précieux. Alors juste faites attention à une chose, c'est dans quel cadre vous récupérez les données. Est-ce que je suis représentatif de ma cible? Et le deuxième point, c'est attention à la RGPD CNIL. On ne peut pas non plus faire et choper n'importe où de la data. Sauf si vous êtes un peu ninja, comme moi, vous faites de temps en temps. Je vais vous présenter directement un cas d'étude parce que c'est beau de parler théorique, mais moi j'aimerais être concrète. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu Just Dance, en tout cas je sais qu'il y en a ici qui connaissent. C'est un jeu en fait où on va danser sur des pistes de danse, il y en a à peu près 40. Et ce jeu, ça fait 10 ans qu'il existe et les chiffres d'affaires il est en train de tomber et on sait que les utilisateurs vont jouer 4 à 5 fois et puis ils vont ranger la disquette dans le placard et plus s'en servir. Et on m'a demandé quelles recommandations je pouvais faire sur ce jeu-là pour améliorer l'expérience. Alors, il faut savoir que je n'avais jamais joué au jeu, que je n'avais pas accès aux études antérieures, que je ne pouvais pas faire de test utilisateur parce que chez Ubisoft, il faut du temps et il fallait au moins 1 mois avant de faire ça. En gros, je n'avais pas les conditions pour le faire. Ce que j'ai fait, je suis allée regarder sur Internet et je suis tombée sur YouTube. Sur YouTube, j'ai vu que même sur des pistes qui sont très peu connues, il y a 1 million de vues, il y a beaucoup de likes, dislikes et il y a énormément de commentaires. Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et effectivement, quand on fait de la data dessus, quand on regarde un petit peu ce qui est dit, on arrive facilement à voir quelles sont les attentes, quels sont les ressentis et quels sont les besoins, parce que les utilisateurs vont s'exprimer. Et surtout, ce qui est hyper intéressant sur Just Dance, c'est que les teasers, c'est-à-dire les morceaux de danse, apparaissent 6 mois avant la sortie du jeu, quasiment. Et donc, ça veut dire qu'on peut regarder qu'est-ce qui est publié ici. Et non seulement on peut regarder les avis clients, mais on peut aussi, grâce au nombre de vues, regarder quelles sont les plus intéressantes. Et en regardant le ratio de likes et dislikes, quelles sont les préférences. En gros, quand on sait qu'il y a 20 pouces vers le haut pour 1 pouce vers le bas, c'est que la playlist ne plaît pas. Il faut la changer. Et du coup, mes recommandations, mettre les chansons les plus consensuelles en début de playlist, ça on peut le savoir 6 mois avant. Et l'avantage du projet, c'est que ça ne m'a rien coûté, ça m'a pris 3 heures. Donc c'était rapide et efficace. Là où j'aurais pu faire des interviews pendant tout un mois pour essayer de savoir ça, en 3 heures c'était plié. Et surtout, c'était super fiable par rapport aux interviews qu'on a pu faire. Donc là, on reconnaît des gens juste ici. Mais en gros, quand on a interviewé des utilisateurs ou qu'on a regardé le data analytics, on a pu voir que ça confrontait parfaitement avec ce qu'on avait avec la data. Donc ça, c'est aussi un point très, très intéressant. Vous avez super déchiré, les filles. Concrètement, sur vos sites, par exemple, vos applications, vous allez avoir de la donnée. Alors, j'ai pris vraiment au hasard hier pour regarder, mais Vivino, il y a énormément d'avis qui sont publiés. Il y a des notes. Il y a aussi sur Twitter plein de choses qu'on peut venir extraire. Sur YouTube, plein de choses qu'on peut venir extraire. Par exemple, ici, il y a 200 000 vues sur lesquelles il y a des avis et sur lesquelles vous allez pouvoir construire votre connaissance utilisateur. Donc, la question, c'est vous, où c'est que vous allez pouvoir déjà choper de l'information qui va être utile. Et je suis persuadée qu'il y en a.
Deuxième étape, si on n'a pas de la donnée ou si elle est incomplète, comment est-ce qu'on va la créer? Alors il y a plein de façons de le faire. Moi j'aime beaucoup les études quantitatives, c'est-à-dire on va demander à plein de monde de remplir des questions. Par exemple ça peut être des questions ouvertes ou d'autres choses. On peut demander de la complétion de phrases sur Twitter, je trouve que c'est une astuce très pratique en tout cas et très facile à mettre en œuvre. On fait des sondages sur les réseaux sociaux. Moi ce que j'aime le plus faire, alors plutôt que de regarder Netflix le soir, je me pose devant des webcams partout dans le monde et puis j'observe les comportements et je remplis ça dans des grilles. Voilà, je trouve ça fascinant. Oui bon, d'accord, chacun son truc. Cette nana, là c'était il y a à peu près 2 semaines, elle a passé 7 minutes pour se faire prendre en photo, elle a demandé à 3 patients différents. Moi je trouve qu'en tant que chercheuse, c'est fascinant. Alors les selfies, la dernière fois j'étais avec une collègue, on regardait la même webcam et on a vu un accident, en gros 2 nanas qui se rentraient dedans en regardant leur téléphone. Et ça en fait, moi je vais obtenir plein d'insights, donc quand j'ai le soir, voilà, quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de faire autre chose, je regarde des webcams et je trouve que c'est même ce carrefour-là, mais si vous... Bon, c'est pas le but de raconter des anecdotes, mais je pourrais faire une conférence rien qu'avec les trucs de fou qu'on peut voir grâce à ça. Je vais venir maintenant sur cette data, on l'a récupérée par nous-mêmes ou quelque part, et comment est-ce qu'on la met en œuvre? Alors, je vais prendre un cas très précis. Aujourd'hui, on va parler d'UX, d'expérience utilisateur, mais qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai une vision pragmatique et terre-à-terre. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est ce que vit un utilisateur quand il fait quelque chose. Que ce soit aller au restaurant, utiliser une application, aller dans un magasin, pour moi, tout ça, c'est de l'expérience utilisateur. Mais comme je n'ai pas la science infuse, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'expérience utilisateur? Une façon de faire serait de, hop, je vais récupérer ce qu'il y a sur Wikipédia. Donc ça, on peut le faire ensemble. Je fais un copier-coller. Je le glisse dans WordArt, dans Import, je colle et ça me donne ça. Donc ça, c'est intéressant parce que ça me donne le nombre de fois qu'un mot est utilisé. Donc il faut un peu nettoyer les 2, les là, les et, les 1 pour obtenir ça. Donc on voit que l'expérience utilisateur, forcément, va me parler de tous ces sujets-là, avec interaction ici. Mais par contre, si je veux comparer avec la version anglaise, on voit que utilisabilité apparaît beaucoup plus fréquemment que par exemple interaction. Et ça, c'est révélateur aussi qu'il y a une différence culturelle sur mon métier. Et ça, vous pouvez le faire sur tout. Au moins, ça met les gens d'accord. C'est pas j'aime et je pense que, c'est voilà, basé sur cette donnée que j'ai récupérée, qu'est-ce que ça dit? Et on évite beaucoup de conflits en entreprise et beaucoup de rapports d'ego quand on met la donnée, quand on la fait parler. Donc vous pouvez vous amuser à faire des nuages de mots comme c'était la mode il y a quelques temps. Les outils là que j'ai utilisés, c'est Wordle, WordArt. Mais après, moi, ce que j'aime le plus utiliser, c'est Excel Stat, SPSS, R, Python et Orange 3, qui sont ou complexes ou payants ou les deux. Mais ça va me permettre de cracher un peu plus d'informations. Mais ça, c'est un niveau 2. Si déjà, WordArt, vous pouvez le mettre en œuvre, c'est chouette. Alors là, je vous ai parlé quand la donnée, c'est du texte, mais qu'en est-il quand la donnée est du chiffre? Alors si je m'étais amusée à vous mesurer ou à vous demander votre poids et votre taille, j'aurais construit ce tableau-là. Alors souvent, les hommes, ils se rajoutent quelques centimètres et les femmes, elles enlèvent quelques kilos. Donc j'aurais réajusté ça un petit peu, mais ça m'aurait fait ce beau graphe, ici. Et là, j'ai envie d'y faire passer une droite. Parce que voilà, mon esprit mathématique, il me dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Et du coup, si j'ai jamais vu personne qui mesurait 1,65 m ici, je peux prédire qu'elle va faire 60 kg. J'ai jamais vu. Voilà, admettons que j'ai jamais vu. Et ça, ce que je viens de faire, c'est un modèle prédictif, qui est le plus simple, qui est la régression linéaire. Donc ça, c'est ce que fait la data aujourd'hui pour nous aider à prédire. Juste, je reviens sur une notion qui est très pointue, enfin pointue non, mais qui devrait être très claire dans les entreprises, mais qui ne l'est pas. C'est la différence entre corrélation et causalité. Est-ce que tout le monde est au clair sur la différence entre les deux? Alors, je vais revenir sur cette définition très simplement, mais une corrélation, c'est quand 2 phénomènes apparaissent en même temps, et une causalité, c'est quand un phénomène en cause l'autre. Et souvent, dans les études, on a tendance un petit peu à mélanger les deux. Donc, soyez bien au clair là-dessus. Moi, par exemple, depuis l'an dernier, j'ai pris 5 kilos, je me suis mesurée, je n'ai pas pris un seul centimètre. Donc, faites attention aux conclusions que vous prenez là-dessus. Rigolez pas. Mais la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. On a, voilà, forcément, on a des graphes dans tous les sens et il va falloir que nous, dans la data, on arrive à trouver le modèle qui fit le mieux avec la réalité. Et c'est vraiment ça les enjeux et c'est pour ça que souvent on a besoin ou d'un bon logiciel, ou d'un data scientist, ou de beaucoup de courage si on ne connaît pas ça. Moi j'ai épousé un data scientist pour me faciliter la vie, je ne vous recommande pas forcément, mais en tout cas voilà, il faut trouver le meilleur modèle. Alors je vous ai mis ici, et vous aurez les slides, des outils en tout cas qui permettent de faire ça. Ce qu'il faut juste retenir, c'est plus il y a de données, plus ça va être facile de créer l'algorithme qui va modéliser la réalité. Et surtout, on va pouvoir gérer les outliers. Les outliers, c'est quoi? C'est toutes les données qui sont un peu sporadiques, toutes les anormalités, on va quand même pouvoir les gérer parce que des algorithmes existent pour traiter ça. Je vous montre juste à quoi ça ressemble R. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça, quand je montre ça à un designer graphiste ou un UX designer, en général, il y a les poils qui se hérissent et moi, j'utilise plutôt Orange 3 parce que je le trouve plus sympa visuellement. On arrive à moduler un petit peu tout et c'est au moins un peu plus clair. Mais voilà, vous allez pouvoir choisir le logiciel qui vous va si vous voulez monter d'un niveau sur la data.
Cette data, vous l'avez récupérée, vous l'avez traitée. Maintenant, il faut lui donner du sens, parce que si vous êtes les seuls à savoir ce que ça veut dire, ça ne va pas marcher. Donc c'est là où on va parler de data visualisation, comment je représente simplement à mes équipes ce que je peux faire de la donnée. Donc il y a des bouquins qui sont chouettes, celui-là, Data Visualisation et Data Vision. Ce livre-là, vous allez pouvoir le retrouver sur Internet, il s'appelle Information is Beautiful, il y a tous les exemples, je trouve ça très riche. Et DataVise, qui est un site en fait, où on montre la donnée de manière interactive. C'est vraiment des cas d'école et je vous invite à aller regarder ça si vous avez un peu de temps. Avant d'aller plus loin, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est d'adopter une démarche scientifique. Alors ça semble évident pour certains, mais en entreprise, ce n'est pas souvent la démarche scientifique qui va primer sur les réflexions et les raisonnements. En tout cas, plus vous allez parler chiffres et plus vous allez être rigoureux dans votre façon d'amener les choses, plus ça va amener à de la qualité d'information et moins vous allez vous tromper en prenant des conclusions. Je prends le cas de donner du sens à la donnée. Donc, pour ceux qui débattaient de la vitesse à 80 km/h, je vous ai mis un extrait de ce qui s'est passé le 29 janvier 2019, où M. Édouard Philippe nous dit « La limitation de vitesse a produit des résultats. Ces résultats sont historiques. C'est le taux le plus bas jamais enregistré. » Je précise juste qu'on ne peut que se féliciter qu'il y ait moins de morts. Mais quand on regarde ce chiffre-là, on se dit super, ça a été méga efficace, youpi. Sauf que concrètement, quand on donne un petit peu de contexte à ça, on voit que déjà, le nombre de morts, il n'arrête pas de diminuer, qu'il y avait des baisses beaucoup plus spectaculaires avant, et surtout, moi je veux juste qu'il m'explique comment il fait un lien de causalité entre on a diminué la vitesse et il y a moins de morts. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit qu'il y ait la Coupe du Monde de football, peut-être qu'il y a moins de gens sur les routes et il y a moins de morts. Moi je le trouve très couillu de dire ça. Et donc, toujours contextualiser les données, parce que sinon, on peut faire vraiment dire n'importe quoi aux chiffres, et c'est ce qui se passe dans les 3/4 des sondages, et c'est ce que le gouvernement emploie très fréquemment. Je parle de La République En Marche, mais je parlerai de notre parti politique après aussi, vous inquiétez pas. Ils vont tous prendre cher. Les études hybrides, c'est quoi? Alors, pour donner du contexte à la donnée, il va falloir faire du quali et du quanti. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces informations-là. En tout cas, je trouve que c'est un concept qu'il faut savoir maîtriser. Le quali, c'est quoi? C'est toutes les études, comme les interviews, les tables rondes, que je vais faire pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Là, on a besoin de psychologie, et l'objectif, c'est de comprendre et d'expliquer. On a une attitude d'explorateur, on essaie de comprendre l'être humain. Le quanti, en revanche, on va faire de la stat pour décrire, mesurer, hiérarchiser. Et là, on a plutôt une attitude de géomètre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mesurer sans comprendre ce qui se passe, ça ne sert à rien, mais comprendre sans non plus mesurer, ça ne sert à rien non plus. Alors en UX, on adore faire ça, voilà, parce qu'on a cette cure-là, et par contre, on n'est pas toujours très bon pour faire ça. Et ça nous arrive très souvent de prendre des décisions sur 5 utilisateurs, parce qu'on a adoré explorer dans le détail 5 utilisateurs, mais on ne s'est jamais posé la question de la représentativité, de la significativité de nos résultats. Et donc, toutes les personnes qui sont en aspect scientifique, elles ont le devoir, je pense, de dire, mais voilà, concrètement, comment on mesure le résultat de ce que tu viens de dire. Donc, toujours comprendre, expliquer, dans les deux en même temps. Chez Domios, par exemple, on était 5 pour faire tout ça, mais on alternait sans arrêt du quanti au quali. On ne faisait jamais ni l'un ni l'autre, on faisait tout le temps les deux en même temps. Des fois l'un avant l'autre. Je ne vais pas vous raconter le schéma, ce n'est pas intéressant. Mais voilà, il y a toujours du quanti, du quali, du quanti, du quali à toutes les étapes. Quand on veut parler data, si vous voulez plutôt utiliser des buzzwords, on va parler de big data pour ce côté-là, pardon, et de l'ASIC data pour l'autre côté. L'ASIC data, c'est l'approche qui est la plus qualitative et qui va donner du contexte justement à la donnée. Si je prends un cas précis, bon, j'ai eu un bébé il n'y a pas longtemps, mais du coup, en tant que future maman, j'avais une obsession. Je voulais savoir le poids de mon bébé à la naissance et quel jour j'allais accoucher, pour m'organiser, pour acheter les tailles de vêtements, etc. Donc, je peux faire de la méga data de bourrin. En gros, je prends toutes les femmes, toutes les données, et puis je tombe sur un poids moyen avec un écart type monstrueux. Moi, je m'en fiche de savoir que mon bébé va peser entre 2,6 et 4 kg. Ça m'a autant pas savoir. Hein. C'est pas une donnée dont je peux me servir. Vous allez pouvoir faire de la big data avec modèle, c'est-à-dire faire une estimation échographique. Donc, c'est là où on va parler de modèle prédictif, où en gros, quand on mesure à l'échographie la taille du fémur, le périmètre abdominal et tout le tralala, on obtient une estimation. Oui, j'ai fait 3 estimations parce que je suis un peu bornée chiffres. Et on peut faire de la SIG data, c'est-à-dire prendre en compte les paramètres individuels qui influencent le poids du bébé, la durée de la grossesse, comme l'IMC, donc la corpulence de la maman, l'origine ethnique, le poids à la naissance, le métabolisme, l'âge maternel. Moi, par exemple, si je prends mes 2 précédents enfants, je tombe sur un poids plutôt moyen à 3,8. Et quand moi, j'ai mon gynéco qui me dit ça, je dis refais tes calculs parce que j'y crois pas, quoi. Et effectivement, j'ai eu raison, donc j'aurais dû parier une bouteille de champagne. Mon bébé à la naissance, il faisait ce poids-là. Tout ça pour dire que quand on fait de la big data de bourrin, ça ne sert à rien. Quand on vient faire un modèle, c'est déjà mieux. Donc là, il y avait une erreur de mesure. Hein. Mon bébé il a une morphologie particulière, mais normalement, ça marche plutôt bien. Et en plus, quand on vient rajouter la SIG data, c'est encore mieux, on arrive mieux à prédire. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir sur le big data et la SIG data.
Alors, quand j'ai préparé la conférence, puisque je l'ai présentée aussi aux UX Day, je l'ai adaptée pour vous aussi, mais j'ai fait de la recherche utilisateur pour savoir que voulaient les gens à qui j'avais présenté cette conférence-là. Alors, pour le faire, j'ai utilisé un questionnaire que je trouve passionnant, c'est le questionnaire de Schwartz des valeurs. En gros, il vient demander aux gens quelles sont vos valeurs personnelles. Alors les valeurs personnelles, je ne vais pas rentrer dans le détail, il me faudrait 15 minutes de plus, mais on peut par exemple avoir la valeur de réussite. C'est-à-dire que dans la vie, on estime que ce qui est important, c'est tout ce qui est ambition, intelligence, succès. Ces mots-là, ils mettent la chair de poule. Ou alors, inversement, qu'on est plutôt sur des valeurs universalistes, mais la sagesse, la justice, le respect de l'environnement, c'est ça qui me fait vibrer. Et toute personne, en fait, elle a des valeurs qui vont la porter, et on est tous plus ou moins différents là-dessus. Alors j'ai récolté de la data sur des précédentes conférences, et avec cette data-là, hop, ici, je me suis rendu compte que sur un public du designer, j'allais devoir plutôt cibler ce cercle-là de valeurs. Et ce cercle-là de valeurs, ça me permet moi de prédire qu'est-ce que je dois apporter à chacun pour qu'il trouve son compte dans une conférence. Donc par exemple, si mon UX il vient des sciences humaines, il va plutôt attendre des bénéfices utilisateurs et que j'y parle des aspects éthiques de la data. S'il vient plutôt de l'aspect graphiste et UI, il va plutôt aimer des tips, des wow et des belles présentations. C'est pour ça que j'ai vraiment failli tuner cette présentation, alors que d'habitude je ne le fais pas. Et si c'est quelqu'un du marketing, il va plutôt être, parce que c'est des statistiques sur que 130 personnes, mais sur des ROI et avoir de quoi convaincre pour quand il va revenir. Donc ça, moi, je peux l'utiliser pratiquement pour adapter ma présentation en fonction du public, parce que j'ai récolté de la data et je l'ai mise en œuvre. Alors, juste une petite parenthèse, quand vous avez la chance d'avoir des data scientists ou analystes d'un côté et l'UX de l'autre, en général, ils se répartissent les tâches. La data, elle va récolter, elle va traiter, elle va modéliser, elle va montrer les possibilités, et l'UX, il va plutôt problématiser, orienter la recherche, trouver des explications et vulgariser. En général, c'est comme ça que ça se matche. Mais souvent, c'est une personne qui fait les deux. Alors, je vous ai parlé de données. Je vais être encore plus concrète en vous parlant du text mining. Alors, le text mining, c'est quoi? C'est la fouille de texte. En gros, votre matériel, c'est du texte. Et là, on peut faire plein de choses avec le texte. Alors, j'ai découvert que peu de choses parmi tout ça. Mais au moins, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 utilisations du text mining que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans vos entreprises. La première, c'est de 1, trouver les bons mots. Alors, si par exemple vous voulez désigner un produit, quel mot je vais utiliser, quel titre je vais utiliser pour parler d'une section, quel bénéfice utilisateur je vais présenter à mes clients, quel hashtag, qu'est-ce que je vais mettre en SEO. Donc ça va être le premier pavé qu'on va voir ensemble. Le deuxième, ça va être comment je classe tous ces produits. Alors, quand on a 3-4 produits à présenter, ça va. Par contre, quand on en a 3000 ou 10 000, ça commence à devenir compliqué. Et ça arrive souvent, malheureusement. Comment j'architecture tout ça, quel menu, quel filtre. Ensuite, vous allez aussi pouvoir vous servir de tout ça pour améliorer votre expérience utilisateur. Et enfin, faire de la recherche utilisateur indirecte. Parlons wording, donc quel mot choisir. Toujours chez Decathlon, quand on parlait des textiles, il y avait un gros conflit entre l'animateur qualité qui disait le gros problème, c'est que le vêtement se déchire, le chef de produit qui disait le vrai problème, c'est que le taillant ne va pas, et le responsable technique qui disait le vrai problème, c'est que la respirabilité n'est pas suffisante. Alors comment on met tout le monde d'accord? Grâce aux avis clients. Donc on prend tous les avis clients négatifs, on les rentre dans une machine, et ça nous donne des statistiques assez intéressantes. On peut, à partir de ce texte-là, qui sont les avis clients, faire les occurrences. Alors les occurrences, c'est quoi? C'est la fréquence à laquelle apparaît un mot. En gros, plus un mot apparaît, plus il va avoir une occurrence forte. Et par exemple, ici, on voit que le mot respirabilité apparaît plus souvent que le mot ventilation. Quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il fallait dire sur nos t-shirts, on hésitait entre les deux. Ma préconisation en tant que UX, c'est d'utiliser les mots qu'utilisent les clients, donc respirabilité. Et en faisant cela, on a augmenté les ventes. Donc en choisissant les mots que vous allez trouver dans les avis clients, vous allez augmenter les ventes. Ensuite, vous pouvez aussi faire de la co-occurrence, c'est-à-dire de voir quand est-ce qu'il y a 2 mots qui vont apparaître en même temps. Par exemple, ici, on voit que couleur apparaît très souvent avec délavé. Donc ça veut potentiellement dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème de couleur, c'est dû au délavage en machine. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des corrélations. C'est en gros, on regarde ici, quand on pousse un avis, quel impact ça a sur la note, et quand on écoute des avis spontanés, quel impact ça a sur la note. Et vous voyez que plus on demande à des utilisateurs d'exprimer un avis, plus on vient biaiser en poussant les notes vers le haut. Si maintenant on parle un peu classification, alors je vais vous demander de lever la main, qui s'est déjà posé la question de quels critères seraient efficaces pour organiser ses produits sur un site web, quels sont les mots-clés à utiliser, quels sont les filtres à utiliser et quelles sont les allégations à présenter sur nos clients. Est-ce que vous avez déjà posé ces questions-là? Pour savoir si je rentre... Ouais, ça arrive. OK. Alors, chez Decathlon, on s'est posé la question, encore une fois, sur les cannes à pêche, il y en a 200. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir 200 cannes à pêche, mais bref, il y en a 200. Les experts canne à pêche, ils nous disent, moi pour classer en magasin, je vais faire avec le prix, le moulinet, la longueur, le rendement, le poids du poisson, le type d'eau. Pourquoi pas? Moi, j'y connais rien. En user research classique, c'est-à-dire qu'on interviewe des utilisateurs, on va tomber sur presque les mêmes choses, mais on aura aussi le matériau, le poids, la longueur, le type de mouche ou d'hameçon.
Quand on fait du comptage data, on voit qu'il y a la compacité, la pliabilité, le fait que ce soit pour un enfant, pour un adulte et pour le rendement. Ça, c'est chouette, mais ça diverge un petit peu. Il y a un outil pour faire ça qui pique un petit peu les yeux. Ça, c'est pour moi un niveau 2 en data. C'est une analyse factorielle des correspondances. Si vous connaissez un petit peu, en tout cas, c'est un truc qui est riche. Concrètement, quand vous utilisez Orange 3, vous appuyez sur le bouton analyse factorielle des correspondances et ça vous sort ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir comment on fait, mais l'explication est intéressante. Je vais vous la donner. Vous avez ici en bleu, donc là, tous les noms de cannes à pêche qu'on a étudiés. Vous avez en rouge tous les mots qui sont utilisés par les clients pour parler des cannes à pêche. Et ce diagramme, il permet de construire, plus le mot est près de la canne à pêche, plus il est utilisé de manière similaire, et plus il est éloigné, plus il est peu utilisé quand on parle de ça. Exemple, la télé 240, on voit que le mot souple est juste à côté. Ça veut dire qu'on parle souvent de souple pour parler de cette canne à pêche-là, mais le mot enfant est très loin, donc ça veut dire qu'on parle rarement d'enfant quand on est sur cette canne à pêche-là. Et donc ces deux cannes à pêche ici, elles sont assez similaires parce qu'on va retrouver des mots communs quand on va parler d'elles. Et ce qui est intéressant, et pourquoi ce diagramme, moi je l'appelle le diagramme truite, c'est parce que quand on regarde tout en haut, quand on regarde ici et quand on regarde là, il y a une belle ligne droite où on a truite, carpe et brochet qui séparent le mieux les cannes à pêche entre elles. Donc ça, c'est un insight. Personne dans l'équipe projet, personne, n'a pensé à une seule seconde que c'était le type de poisson qui séparait mieux les cannes à pêche entre elles, même les utilisateurs qui nous l'ont déclaré, alors que là, on le voit. Et ça, c'est une claque. Moi, ça me prend 5 minutes à faire, mais alors derrière, le retour et l'efficacité, la puissance de l'outil, c'est monstrueux. Donc ça s'appelle le diagramme truite ou une analyse des correspondances. On peut l'utiliser aussi sur les petits pois. Les petits poissons, j'ai vu qu'après que j'avais fait la blague sur les poissons. En gros, chez Picard, on a plein de produits et on ne sait pas comment les arranger. Bah, pareil, on va se poser la question de est-ce que c'est dans accompagnement, dans légumes verts, dans plat préparé ou dans plat végétarien. Bah, du coup, la réponse est regardons la proximité des avis clients. Ils ont des avis clients, on regarde la proximité et ça nous donne une indication de est-ce que les petits pois ils se retrouvent dans une catégorie ou dans l'autre. Je vous redonne un autre outil qui est un peu bourrin aussi, qui s'appelle le dentogramme. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, retenez juste que c'est l'arbre. Alors ici, par exemple, si on prend tous les avis, tout ce que publie le Front National sur les sites, donc des éléments de programme, des communiqués ou des analyses experts Front National friendly, je parle Front National parce que c'était il y a quelques années qu'on a fait l'étude, que l'étude a été faite, on voit qu'avec les mots qui sont prononcés, déjà, les mots vont se séparer en deux. On a toute une partie de ceux qui vont critiquer, donc l'euro, la banque et le PS, toute une partie de ce qu'ils vont souligner, donc le patriotisme et l'emploi. Donc déjà, première branche, je suis pour et je suis contre. Et plus on va rentrer, plus on va être sur des branches qui sont propres. Par exemple, quand le Front National parle de retraite, il parle aussi souvent de profession. Donc ça, c'est un endogramme et ça nous donne aussi un niveau de qu'est-ce qui se passe dans la tête des utilisateurs ou des gens qui expriment et qui rassemblent ou pas les choses entre elles. Donc voilà, on trouve 7 clusters au final et ça, c'est ce que va dire le Front National, ça nous permet de le hiérarchiser, de le classifier. On peut le faire aussi sur des livres. Donc là, on va faire du cluster sur, par exemple, le livre d'Harry Potter. Vous pouvez rentrer carrément le livre ou le contenu d'un livre, par exemple, sur Game of Thrones, et vous sélectionnez de regarder à quel point on va parler de Harry ou d'autres personnages. Et là, dans ce diagramme-là, on arrive à regrouper, donc plus on va regrouper finement, tous ces chapitres-là vont plutôt parler d'Hermione, et tout cela plutôt d'Hagrid. Donc vous allez pouvoir retrouver des similarités par personnage. Alors là, j'ai mis par personnage ou par type de choses, mais vous pouvez vraiment classer par ce que vous avez envie. Donc ça, pour les classifications, c'est vraiment un outil qui est pratique. Vous allez pouvoir aussi améliorer votre expérience utilisateur avec les avis clients, donc encore une fois, ou aussi ce qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup cet outil-là, Qemotion. Moi, ça coûte cher quand même, mais en gros, ils arrivent à affecter à chaque mot une valence émotionnelle. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que le mot « great », il va être associé spontanément par la machine à « super ». Enfin, à quelque chose de bien, à quelque chose de positif. Pardon, excusez-moi, à quelque chose de très positif, donc à l'happiness. Par contre, Gracie, ça va être à la fois affecté au dégoût, et le smiley comme ça va être reconnu comme étant quelque chose de triste. Donc ça, la machine, elle va regarder tous les avis, et elle va vous faire un baromètre. Donc voilà, sur tout ce produit-là, ou sur tout ce qui a été dit sur votre marque, on est plutôt sur de l'émotion positive, ou plutôt de l'émotion négative, et on peut suivre avec le temps, et on peut suivre différents produits entre eux. Ça, parce qu'il y a une classification automatique des mots et des valences émotionnelles. Si on regarde maintenant un peu plus concrètement ce qu'on peut en tirer, ici vous avez le cas TripAdvisor avec les avis sur les hôtels. Donc quand on regarde à quel point certains avis vont contribuer à des notes positives ou des notes négatives, donc ici vous avez tous les mots qui contribuent à une expérience négative, tous les mots qui correspondent à une expérience positive, on va retrouver par exemple le mot expensive. Donc quand c'est cher, forcément,
on va retrouver des avis très négatifs. Quand c'est pas cher, inversement, on va retrouver des avis positifs. Et ça vous permet de construire le diagramme de canaux ou autre, en tout cas quelque chose qui va permettre de mieux comprendre l'utilisateur, où vous détectez qu'ici, le prérequis, c'est le silence, parce que le silence, on le retrouve que dans le négatif. Donc s'il n'y est pas, ça engendre des émotions négatives, mais si c'est très silencieux, c'est pas pour ça que ça va booster l'expérience de manière positive. Vous allez retrouver tout ce qui est moteur de décision et d'achat, comme par exemple le prix et la propreté, qui sont à la fois dans les deux, c'est-à-dire que s'ils sont pas bons, l'utilisateur va gueuler, et si c'est bon, l'utilisateur va être content. Et vous avez enfin tout ce qui est cerise sur gâteau, c'est-à-dire les choses qui vont contribuer qu'aux aspects positifs, comme par exemple la beauté de la pièce. Donc ça, c'est une manière aussi astucieuse d'utiliser les avis. Si vous voulez vous amuser, des avis, vous allez en trouver partout aussi, notamment le grand débat, où vous pouvez savoir ce que les 3 millions, je crois, de posts derrière, vous récupérez tout ça. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des exercices stylistiques sur tout ce qui avait été fait, et vous voyez que plus c'est proche, plus c'est souvent parlé en même temps. Par exemple, quand on parle de vote blanc, on va parler aussi de tout ce qui est juste à côté. Donc voilà les exemples concrets. Si maintenant je parle de user research indirect, alors pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que vous avez tous senti que dans les avis clients, les utilisateurs parlent de ce qu'ils pensent d'un produit. Ils ne disent pas à quel endroit il faut le mettre. Donc c'est une manière indirecte d'avoir une classification grâce à la proximité des mots. Et donc, comme c'est indirect, on peut réussir à faire des choses très efficaces. Je vous montre ce diagramme-là. Alors, n'essayez pas de lire, mais en gros, c'est pareil, c'est le même principe que le diagramme tweet. Et ici, on s'est interrogé sur la marque de sport de combat qu'on voulait créer chez Decathlon, qu'on a créé depuis. Comment est-ce qu'on va présenter les produits en linéaire? Alors là, je fais les données, et on voit qu'ici, il y a tout ce qui est autour du kimono, autour de la protection et autour du punching ball, là où nous, on pensait que tout ce qui est sac de frappe et protection, ça allait être classé en même temps. Et ça, on aurait pu faire du card sorting avec les utilisateurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, le card sorting, c'est on prend plein de produits et on demande à l'utilisateur de les mettre là où ils les verraient spontanément ensemble. Ça, si j'avais voulu le faire sur la marque sport de combat, il m'aurait fallu, vu tous les produits qu'on a, il m'aurait fallu, je pense, 1 mois de travail pour faire du card sorting là-dessus. Et même en l'automatisant sur Internet, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, c'est pas forcément facile. Mais là, au moins, on a eu quelque chose en quelques secondes. Encore une fois, c'est le temps d'appuyer sur le bouton. Et ça, moi, je peux l'injecter pour essayer de faire du card sorting de validation et pas faire du card sorting où j'essaie d'explorer ce qui se passe. Un dernier exemple sur la user research indirect, au travers les commentaires clients ou au travers ce qu'ils vont poster sur les réseaux sociaux, ou même la complétion de phrases que vous allez leur soumettre, vous allez pouvoir regarder leur niveau de langage, le type de phrase, le nombre de mots, les fautes d'orthographe. Et ça, c'est des indicateurs majeurs de qui sont vos utilisateurs. Je vous ai pris 2 cas ici. Alors, de 2 livres, je vais vous faire un petit questionnaire. Ici, c'est « Ma fille a acheté ce produit » et là, 7 ouvrages de pensée politique, En gros, si je vous demande lequel est Twilight, vous allez facilement trouver lequel c'est, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, les phrases sont courtes. Si je vous demande qui c'est l'essai de Hannah Arendt, voilà, c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de contenu. Et ça va vous donner des indications majeures de qui sont vos utilisateurs, parce qu'ils vont parler d'une certaine façon. Moi, souvent, je me sers beaucoup du niveau de quotient intellectuel pour dire, tiens, vu les nombres de phrases qu'il y a dedans, peut-être que mon utilisateur, il va avoir une façon de penser qui est un peu différente que si je m'adressais à, je suis désolée en plus, à des utilisateurs de ce livre-là. Alors, vous savez que peut-être sur YouPorn, ce Pornhub, à chaque fois je me trompe, ce Pornhub, il y a plus de 37 milliards d'avis qui sont publiés chaque année, enfin 37 milliards de vues qui sont chaque année. Chaque jour, c'est alors je me trompe à chaque fois, c'est 600 millions de vues chaque jour. Donc en termes d'insight utilisateur, vu qu'il y a à peu près un être humain sur 2 qui va sur ce site-là, vous imaginez même pas la qualité et les enrichissements, tout ce qu'on peut obtenir en termes d'insight client. Donc ça, les avis, vous allez pouvoir en trouver partout, sur tous les sites, même sur les sites les plus drôles, parce que je me suis bien marrée en lisant certains. Donc, et demain, concrètement, je sens qu'il y en a plein qui vont aller sur Pornhub ce soir. Donc demain, je reprends. L'UX et la data, c'est le duo de demain pour moi parce que voilà, il y a besoin des deux. La data pour quantifier tout ça et l'expérience utilisateur pour essayer de donner du sens à ce qui est dû. Au dernier Google Summit, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'aujourd'hui on utilise moins de 1% de la donnée non structurée. Ça veut dire qu'il y a 99% ou plus de 99% des données qu'on n'utilise pas, qui sont là, qui dorment et dont on ne se sert pas. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'usages à inventer, alors que ce soit dans nos métiers, mais aussi en termes de business model de demain. Clairement, il y a des solutions aujourd'hui qui sont à développer aussi pour nous aider à utiliser la donnée dans nos projets. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas très contente des solutions qui existent. Elles sont ou complexes, ou pas belles, ou chères, etc. Mais il y a beaucoup de projets en ce moment sur la data en open source qui sont en train d'être créés. Demain, parlons science-fiction, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la data? Alors, il y a déjà des entreprises qui le font, mais adapter la donnée en temps réel, c'est quelque chose qui peut se faire et qui serait très utile. Par exemple, si vous détectez par la data que l'utilisateur est en train de marcher,
Vous pouvez proposer votre application en mode marche, c'est-à-dire peut-être simplifier l'interface pour que ce soit plus facile. Si vous voyez par exemple que l'utilisateur il est en train de bugger, il commence à taper de plus en plus doucement sur son clavier, vous pouvez lui proposer de l'aide. Donc quelles sont les données que vous allez pouvoir récolter qui vont permettre d'améliorer l'expérience en même temps? Candy Crush, eux le font, en gros ils savent que ça fait 20 fois que vous essayez quelque chose, au bout de 20 fois ils vous aident, parce que sinon vous allez dropper le jeu. Il y a une notion que j'aimerais vous introduire, elle est un peu complexe pour moi, c'est niveau 3, c'est l'ipsativité. En gros, c'est quand l'individu sert de référence à lui-même. Je m'explique mieux, c'est comparer la donnée antérieure d'un seul individu par rapport à la donnée actuelle. Pour ceux qui n'ont jamais fait, tous ceux qui ont déjà vu des questionnaires de personnalité, celui-là m'a beaucoup interloqué, parce qu'en termes de données ipsatives, ce qu'ils font mais qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils vous posent plein de questions et ils vous placent dans ce graphique-là pour vous dire si vous avez du leadership ou si vous allez rester ouvrier toute votre vie. Mais surtout, ils mesurent le temps de réponse. Ils mesurent votre temps de réponse par question. Et ça, c'est une donnée ipsative dont les RH se servent, qui n'apparaissent jamais dans les rapports qui sont donnés aux collaborateurs, mais qui apparaissent dans les rapports qui sont donnés au patron. Ça s'est vu chez Decathlon, il y a eu des fuites. Voilà, c'est un cas malheureux qu'on a vu, mais en gros, on est tombé sur l'exemplaire patron, et il y avait les temps qu'on avait mis pour répondre aux questions, notamment sur le leadership. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on hésitait ou qu'on essayait de mentir. Et donc dans le rapport, il y avait attention, ce collaborateur a essayé de mitonner. Donc c'est vraiment super borderline en termes d'éthique. Mais en tout cas, c'est donné de quel temps moyen met l'utilisateur pour réagir. Moi, je suis très réactive. Si à un moment donné, j'ai une réaction qui est au même niveau temporel que peut-être d'autres personnes, c'est peut-être alarmant, alors que ce n'est pas détectable quand on fait la moyenne sur plein de personnes. Ce qu'on appelle le fréquencisme. Toujours science-fiction. Sur l'utilisation de la data, il y a une chose sur laquelle j'aime beaucoup insister, c'est qu'il n'y a que notre imagination qui sera la limite de ce qu'on va faire de la data. Ce cas-là, je pense qu'il est assez connu. On a pris 700 000 photos de personnalité notamment. On a regardé tous les 5 ans à quoi elle ressemblait. Et l'algorithme, maintenant, on rentre la photo à l'instant T, puis ça nous sort à quoi on va ressembler quand on aura 60 ans. Donc ça, c'est frappant. Moi, cet usage-là m'a fait beaucoup plus flipper. Ils ont enregistré les voix des personnalités, ils ont regardé leurs photos, et maintenant, ils arrivent juste avec notre voix à savoir à quoi on va ressembler. Ouais, ça pique. Et ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Et ça marche du feu de Dieu. Alors nous, on n'a pas forcément d'explication de comment ils réussissent à faire ça, mais par contre, avec toutes les données qu'ils ont eues, ils arrivent à avoir cette modélisation-là. Encore science-fiction. Aujourd'hui, on peut se servir de la data pour dépister des pathologies. C'est le cas de CHeroQuest. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais alors ça, c'est un de mes projets coup de cœur. J'aurais trop aimé bosser sur ce projet-là. Ils ont réussi à créer un logiciel où, en gros, on navigue sur un vaisseau et ils regardent les trajectoires des gens. Et ils arrivent à déterminer qui aura Alzheimer, beaucoup plus fiable et avant même que les médecins puissent le diagnostiquer. Et ça, je trouve que c'est des outils monstrueux parce qu'avec des petites erreurs de parcours, ils arrivent à dépister Alzheimer avant que les médecins puissent le faire. Et ça, je trouve que c'est très utile, en tout cas que cette donnée-là, elle a vraiment, pour moi, cette vocation-là. Donc c'est tout ce qu'on va appeler aussi médecine préventive. Moi, j'ai la chance de bosser pour Open Mind Innovation qui développe aussi des logiciels qui sont dans la santé mentale et qui essaient de dépister le burn-out, le PTSD, le stress post-traumatique et d'autres troubles pathologiques grâce à la donnée des utilisateurs. Parce que le déclarer, souvent, les gens n'osent pas. En fait, en France, il y a une sous-estimation du nombre de burn-out et de toutes les pathologies parce que les gens ne vont pas forcément voir les médecins pour parler des problèmes mentaux. Donc, il y a des choses à inventer grâce à la data. Et tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que moi, je voulais être psy pour intelligence artificielle pour leur expliquer comment l'humain fonctionnait. Et vous voyez, au travers de tous les exemples que je vous ai donnés, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est les machines qui m'expliquent comment les êtres humains fonctionnent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris au cours des années et qui est vraiment très riche. Alors, pour finir, et laisser un petit peu de place aux questions. Je crois que j'ai 5 minutes pour les questions. Quelques takeaways. Donc la data, il y en a toujours, partout, tout le temps. Ça, c'est vraiment le truc qu'il fallait que vous reteniez. Il y a des logiciels très simples qui vous permettront de la mettre en œuvre. Que ce soit WordArt, ça prend 5 minutes et c'est facile. Après, quand vous aurez convaincu vos marques, vous allez pouvoir passer sur des choses un peu plus complexes, comme les logiciels que je vous ai présentés. Et cette data-là, c'est d'énormes enjeux. Et je vous invite vraiment à, dès maintenant, anticiper tout ce qui va se passer, parce que dans quelques années, je pense que ça va devenir incontournable. Et surtout, quand on a le réflexe data, ça va venir vite et sur vos projets, vous allez tout de suite lever la main data et vous allez voir que ça va vraiment vous booster sur vos projets. Donc voilà, j'en ai fini sur la data. Je vous remercie et puis je laisse la place aux questions. Merci.